Voilà, merci beaucoup à tous, c'est vraiment un plaisir intense d'être là où je travaille et de vous accueillir pour venir partager avec nous tout ce qui a été fait grâce à la Fondation Orange. Et vraiment, je voudrais remercier, je vais le remercier plusieurs fois pendant ma présentation. Donc je vais parler un petit peu, puis après je vais faire parler des jeunes qui sont dans le groupe. Je voulais juste commencer par une phrase qui est importante pour moi. Comme disait Louis Pasteur, en fait, il n'y a pas de recherche, je pense comme lui, il n'y a pas de recherche appliquée, mais des applications de la recherche. Donc il faut savoir que mon groupe est un groupe de recherche fondamentale, où on essaie de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, mais évidemment on est extrêmement concerné, et avec les psychiatres, et avec les neurobiologistes, et avec les généticiens, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des personnes avec autisme. Mais on a cette approche fondamentale pour essayer de comprendre une maladie. Alors donc il y a trois grands objectifs. Le premier, c'est d'identifier les causes impliquées dans l'autisme. Après, c'est d'identifier évidemment quelques gènes qu'on a identifiés, mais aussi d'essayer de comprendre ce qu'ils font. Et puis donc le troisième point qui est d'intervenir, d'essayer de trouver de nouveaux traitements. Alors pour ça, on a besoin de soutien. Et donc très récemment, je viens d'avoir une chaire de la Fondation Bettencourt-Schuller qui nous aide énormément. Évidemment, mon groupe est né au CNRS, à l'université, nous avons des soutiens de la Fondation fondamentale. L'hôpital, sans l'hôpital, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas assez d'argent, mais on ne pourrait pas travailler, et évidemment la situation. Et puis donc, ce partenariat depuis plus de 10 ans maintenant, qui a commencé au XXe siècle, avec la Fondation Orange. Donc je vais vous parler un tout petit peu de mes années Orange. Avec le premier point, c'était la première chose qu'il fallait faire, c'était d'identifier les causes de l'autisme. Et en fait, j'ai rencontré, donc en 99, j'étais encore jeune et j'avais un tout petit groupe, j'étais même pas un petit groupe, on avait juste un étudiant, j'avais un étudiant en thèse et une technicienne avec laquelle on travaillait. Et puis on a rencontré Marion, le voyez, et Christopher Gilbert en Suède, qui avait commencé à faire des études génétiques, à déjà identifier des familles, à prélever les familles pour avoir de l'ADN. Et il cherchait un peu un généticien. Donc la rencontre a été extraordinaire parce qu'en fait, quelques années après, et je vous montre les gens qui travaillent, hein, donc c'était Stéphane et Hélène, donc on n'était que tous les trois, donc après ils ont fait d'autres choses que de la génétique. Mais grâce à eux, on était vraiment sur un bout de paillasse. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas s'il y a des gens de Pasteur ici, il faut pas qu'ils écoutent ça, mais en fait j'étais dans un groupe qui ne travaillait pas du tout sur l'autisme, donc j'étais un maître de conférence, et j'avais quasiment plus, il n'y avait plus de financement de l'Institut Pasteur, j'avais que des financements de France Télécom, et d'ailleurs Pasteur à un moment m'a coupé le téléphone, donc j'avais des financements de France Télécom et j'avais plus de téléphone. Alors, et donc on est arrivé, grâce aussi à des personnes comme Jean-Pierre Changeux et Christine Petit, quand ils ont vu que j'avais identifié ce gène, même avant que j'ai pu publier ce gène, ils ont dit oui c'est intéressant, pourquoi tu ne fais pas un petit groupe à 5 ans pour les jeunes. Et donc on a fait ce groupe. On avait identifié ce gène, mais on l'avait identifié chez très peu de familles. Donc on avait une personne sur 150 ou une personne sur 100 dans le spectre le trouble du spectre autistique qui était muté dans ce gène. Par contre, ça a été une petite révolution, maintenant une assez grande révolution, parce que comme on avait trouvé ce gène, on pouvait utiliser un peu ce gène comme un fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'on pouvait, si ce gène était impliqué, alors peut-être les gènes qui lui ressemblent, d'autres gènes étaient impliqués aussi dans l'autisme. Et donc là, de nouveau, des rencontres avec Christelle, qui un jour est revenue d'un congrès, donc on venait de trouver ces fameuses protéines, les neurolégines qui étaient impliquées dans l'autisme, puis elle est revenue d'un congrès, elle m'a dit « Ah, il faut que je travaille sur Chant3, c'est extraordinaire, il se lie aux neurolégines, c'est extraordinaire, est-ce que je peux le séquencer ?» Voilà. Et donc elle l'a séquencé, on a trouvé des mutations, et maintenant ce gène, en fait les derniers résultats qu'on va publier bientôt, est d'un des gènes majeurs de l'autisme, et touche à peu près maintenant, on pense, une personne sur 30 ou 40 dans le trouble du spectre autistique avec un retard mental. Donc ça c'était en 2006. En 2007, juste après, les neurolégines, donc c'était les premières protéines qu'on avait identifiées, les premiers gènes qu'on avait identifiés, et de nouveau on avait trouvé ici les neurexines, c'est d'autres protéines qui sont impliquées aussi dans l'autisme. Alors, toutes ces protéines, en fait, elles jouent un rôle très important. Ça, c'est votre cerveau à la naissance, et puis votre cerveau à 2 ans.
Et vous voyez que le nombre de neurones ne bouge pas beaucoup, mais par contre, ils se connectent tous les uns avec les autres. Et ces petits contacts, ça s'appelle des synapses. Et ces synapses, c'est là où, voilà une version simplifiée, comme je vous l'ai montré déjà, vous la connaissez par cœur, des petites protéines qui jouent un rôle très important dans le fonctionnement des synapses. Donc vous voyez, c'est simple, les neurolégines, champ, neurexine. Donc on avait comme un petit chemin qui était associé à l'autisme. Donc ça c'était en 2007. Et puis alors, là de nouveau, mais ça c'est vraiment typiquement ce qu'on peut faire grâce à Orange. C'est qu'il y a des fois où on a des idées, on suit son chemin, et puis des fois on se dit tiens, et pourquoi pas ça? Et ça c'est très difficile, je vous avoue, à faire comprendre à l'État français qu'on peut avoir des idées sans les avoir écrites pendant des heures sur des papiers. Et Orange nous fait confiance, et c'est grâce à ce type de financement qu'on a pu travailler sur une molécule, la mélatonine, c'est très difficile d'avoir des fonds pour travailler sur cette molécule. Je ne vous passe pas les détails. Je vous passe les détails, excusez-moi. Et en fait, cette molécule est déficitaire chez les personnes avec autisme et probablement joue un rôle dans le cycle veille-sommeil. Et c'est ça qui est aussi très important, parce que ces retombées, là il y a eu des retombées, c'est-à-dire que les personnes, et j'en ai rencontré encore aujourd'hui, pour qui les enfants prennent un peu de mélatonine pour améliorer les cycles veille-sommeil, donc ça a des retombées importantes. Alors, je vous assure qu'en 2009, on a travaillé comme des fous, mais j'ai rien trouvé de très majeur, donc ça arrive quelquefois, en 2009. En 2010, donc après avoir trouvé Champ 3, on a trouvé des mutations dans Champ 2, et puis après dans Champ 1, et puis récemment, Claire Leblond a montré un résultat très important qui a été publié cette année, où l'on montre qu'on a effectivement des mutations chez certaines personnes, qui sont là, par exemple, une perte du gène CHANT2, mais on a aussi d'autres anomalies dans le génome, et c'est ces différents gènes qui va causer l'autisme chez la personne. Et donc ça, c'est la première fois qu'on peut vraiment voir globalement le génome et de voir l'architecture un peu du génome chez les personnes avec autisme. Alors qu'est-ce que ça donne? Tout ce travail, donc résumé, ça donne donc le premier message, il y a des gènes impliqués dans l'autisme. Et je crois que ça maintenant, c'est à peu près, il y a plus que quelques personnes qui pensent qu'il n'y en a pas. Vraiment, il y en a. D'accord? Il y en a beaucoup. Et je pense que ça, c'est la première phase. D'accord? On a maintenant cette information, il faut comprendre maintenant ce qu'il faut. Et là, on a eu de la chance. Parce que quand on a identifié ces gènes, quelquefois on trouve un gène et on ne sait pas ce qu'il fait. Et là, on savait déjà ce que ce gène un peu faisait. Il n'y avait que 10 publications. Quand on a identifié le gène, il n'y avait que 10 publications sur ce gène. Et vous voyez ici, c'est des neurones. Et ça, c'est les petits points que vous voyez, c'est des synapses, ces fameux contacts. Et quand on a une mutation impliquée dans l'autisme, voilà, il n'y a pas besoin d'être neurobiologiste pour voir qu'on a beaucoup moins de contacts. Alors là, on a travaillé aussi, on a montré que Champ 3 avait des problèmes. Christelle est partie à Bordeaux et en collaboration avec un groupe de Bordeaux a montré qu'il y avait aussi de nouvelles anomalies. Et Claire, ici au laboratoire, montrait des anomalies synaptiques. Ça, c'était in vitro. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau? Donc on a fait des petites souris, donc en collaboration avec Niels Gross, on a fait la première petite souris mutante pour l'origine 4. Et puis on s'est rendu compte de quelque chose. Je vous avoue que vraiment, j'y croyais pas, parce qu'on m'avait demandé d'écrire un chapitre de livre sur l'autisme. On m'avait dit, qu'est-ce que tu ferais si tu avais une souris autiste? Donc j'ai réfléchi, et donc pour la stéréotypie ça allait, pour les interactions sociales, mais alors pour le langage, je me suis dit, ça va pas le faire. Juste au moment où arrive une publication sur le chant des souris. C'était marqué le chant. Donc je lis cette publication, on regarde, et effectivement la souris chantait. Elodie déteste quand je dis que la souris chante. Donc elle vocalise, et elle va vous en parler. Et Elodie donc a montré, là, cette année, elle a publié ça dans la plus grande revue scientifique qui existe, des souris CHANT2 qui ont perdu le gène CHANT2 dont elle va vous parler. Mais donc maintenant, la suite, c'est comment on va intervenir. Alors, on a déjà quelques pistes. On a commencé avec Paul Gingras en Angleterre. Il a commencé la première étude, la plus grande étude, en fait, placebo, mélatonine, qui a jamais été faite, et puis on est en train d'analyser les données génétiques de cette étude.
Et puis, donc lundi, là, tout un groupe avec des Américains, des Allemands qui viennent ici à Pasteur pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire sur les cellules souches. Et Richard va vous parler, il y a déjà des familles qui ont été biopsiées pour avoir un petit morceau de peau pour pouvoir les dériver en neurones et pour essayer de comprendre. Voilà. Ça, c'est toutes les personnes qui travaillent. Donc, je vous ai parlé un tout petit peu de la génétique, un tout petit peu de la neurobiologie. Il y a Roberto qui fait un travail énorme sur l'anatomie du cerveau. Et puis, plein d'autres gens, Cécile et Annie, qui font de la biochimie. Les prochaines années orange, qu'est-ce que c'est En fait, je pense que l'autisme, c'était ça. Vraiment, il y avait très peu d'informations. Puis maintenant, on a quand même beaucoup plus d'informations génétiques. Je vous ai montré qu'on a les premiers modèles cellulaires. Je vous ai montré qu'on avait les premiers modèles animaux. Et que maintenant, il faut pouvoir passer ce qu'on appelle la translation, la traduction vers la clinique. Et on est maintenant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les bases pour maintenant essayer de trouver de nouveaux traitements. Et Richard va vous en parler. Voilà, les soutiens, c'est énorme. Donc on est soutenu maintenant par beaucoup de gens, beaucoup de fondations. Mon salaire vient de l'université, c'est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas donner d'autres fonds que mon salaire. Et la fondation Orange, donc c'est les personnes que j'ai rencontrées et qui sont super. Voilà. Les familles, évidemment. C'est très important pour nous. Ça, c'est une maman d'une personne avec autisme qui a fait ce colloque en Écosse. Il n'y a pas d'esprit laissé de côté. Et ça, c'est, je pense que la Fondation Orange soutient ce monsieur qui a fait un petit livre sur sa fille. Et sur le t-shirt de sa fille, il y a je suis unique comme tout le monde. Et je pense que moi, je suis généticien et je pense qu'il a entièrement raison. Voilà, et je vous invite tous, alors je ne peux pas vous payer le billet, mais donc je suis le directeur scientifique du prochain congrès sur l'autisme qui va se passer en Espagne, et pour ceux qui s'intéressent, il n'y a jamais de français dans ce genre quasiment, il y a des gens de Tours, voilà, excuse-moi, il y a à part ça, il n'y a personne, il n'y a que des gens de Tours et de Toulouse, excuse-moi, et de Montpellier. Mais enfin là, vous avez vraiment les rares personnes et Monica aussi qui vient. Voilà, vous avez les personnes qui viennent ici. Mais venez beaucoup plus, et en plus, même si vous ne parlez pas anglais, c'est traduit en français. Et donc, voilà, tout ça c'est... Je vais vous laisser maintenant la parole à Guillaume, à Richard qui va vous parler de la clinique, Guillaume qui vous parlera un peu de la génétique, et Elodie qui vous fera écouter les souris.